Il est 9h10, c'est la fin de la matinale et le début du débat du jour. Louis Dauphren, évidemment, vous revenez largement ce matin sur cette loi, ou plutôt ces deux propositions de loi qui seront débattues cet après-midi à l'Assemblée. Et oui, c'est l'info du jour, forcément. On en parlera aussi demain parce qu'il y a encore beaucoup d'implications à voir. Et puis, on va essayer de considérer ce que le texte regarde aujourd'hui et bien sûr de quoi il peut être porteur. Merci Pierruc Dubois, on se retrouve débat demain. À vous. Je vous écoute tout de suite. Eh ben, j'espère bien. À demain, 6h30. Merci Pierruc. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Un débat auquel vous pouvez participer direct@rcf.fr, direct@radionotre-dame.com et bien sûr, vous pouvez regarder nos invités sur YouTube et suivre cette émission en direct jusqu'à 10h. En présence de Jean-Louis Schlegel, philosophe, sociologue des religions, ancien directeur de la revue Esprit. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Auteur d'une tribune dans les pages de La Croix sur le sujet dont nous allons parler. Jean-Marie Leméné, président de la Fondation Jérôme Lejeune, membre de l'Académie pontificale pour la vie. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Louis. Et Pierre Jovanovic, journaliste à l'hebdomadaire La Vie, qui a publié Peut-on programmer la mort aux éditions du Seuil. Bonjour Pierre. Bonjour Louis, bonjour à tous. Merci à tous les trois d'avoir accepté cette invitation. Les évêques parlent de crimes contre la dignité, de crimes contre la fraternité, de crimes contre la vie, de rupture anthropologique qui va créer les conditions de ces trois crimes que j'ai énoncés. Et à l'instant, vous écoutiez sur notre antenne le fait que les députés allaient être responsables de la porte qu'ils vont ouvrir cet après-midi, puisqu'ils vont voter sur deux textes, l'un sur les soins palliatifs, mais celui-ci ne s'accompagne pas de controverses particulières, et l'autre qui ouvre le droit à une aide active à mourir. Dans quel état d'esprit êtes-vous aujourd'hui, Jean-Louis Schlegel? Écoutez, moi j'ai défendu dans ma tribune, le titre est mal choisi, parce qu'il y avait là, je défends, disons, la proposition de loi sur la fin de vie, alors que je défends une proposition de loi sur la fin de vie et ensuite je juge de ce qu'elle donne. Et disons, si j'étais député, je serais placé aujourd'hui devant le jugement que j'ai apporté sur après la discussion. Donc j'ai défendu ça parce que j'avais l'impression que c'était après la déclaration, précisément, non pas des évêques, mais des religions, il y a une semaine et demie, je crois, qui était très dure. Il y avait 5 points aussi extrêmement fermes, de rappel, de dénonciation des dérives possibles. Et ça commençait par le sous-titre en haut, c'était sur la rupture anthropologique, pardon. Et là, j'avoue, je l'ai mal vécu en quelque sorte, parce que je me suis retrouvé il y a 13 ans à propos du projet de loi sur le mariage pour tous, et finalement je dirais ma vie de catholique depuis 68, depuis Humanae Vitae, donc sur la pilule, l'encyclique contre la pilule contraceptive, je me suis retrouvé depuis 60 ans devant cette situation quasiment chaque fois, disons, d'un refus de l'Église qui se fait recaler ensuite, disons, par une loi, par la société. Et donc, c'est autant de combats perdus. Voilà, donc, moi, voilà comment je réagis. Donc, je réagis un petit peu mal, je dirais mal, non, pas mal, mais de façon un peu déçue à toutes ces déclarations d'évêques depuis 3 jours. Vous estimez qu'en fait, c'est inutile de prendre la parole comme ça? Parce que je ne dis pas que c'est inutile, je pense qu'il faudra je pense que, disons, une association comme les soins palliatifs peut vraiment critiquer fermement ce qui se dit, ce qui se fait à l'Assemblée, ce qui est proposé aujourd'hui. Moi, j'aurais attendu de la part des évêques peut-être un peu plus de, je sais pas comment dire, alors de compassion peut-être pour les situations, parce que moi, ce que je constate quand même, alors franchement, je suis très éloigné de l'ADMD, de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, parce que la dignité dont on parle là, elle mériterait quand même qu'on fasse de sérieuses réflexions dessus, voire de sérieuses réserves. Mais en revanche, je constate la difficulté d'innombrables personnes, et de moi-même d'ailleurs, pour assurer une fin de vie digne à des amis qui... Moi, je vais avoir bientôt 80 ans. J'ai des amis en EHPAD, j'ai des amis qui vont très mal. On a du mal à les visiter parce qu'on en a plus, parce qu'on est loin, parce que les familles sont loin. Enfin, je trouve qu'il y a une très grande difficulté. Moi, j'aurais aimé que les évêques fassent un peu de contexte avant cette loi. Jean-Marie Leméné, qu'auriez-vous souhaité? Dans quel état d'esprit êtes-vous?
C'est une loi qui sera votée cet après-midi, qui est la plus permissive du monde. C'est la DMD qui le dit d'ailleurs, en précisant qu'ils ont dicté cette loi en fait aux parlementaires. Depuis maintenant, ça fait plus de 40 ans qu'ils travaillent sur ce projet. Et ce qui me frappe, c'est que c'est vraiment une instrumentalisation de la mort pour gérer la misère. C'est-à-dire qu'on fait peur aux gens, on leur dit vous allez mourir dans des souffrances atroces. Et puis en plus, c'est injuste parce qu'on vous a privé d'une liberté de mettre un terme à votre vie. Et ça, c'est pourquoi ? C'est parce que de toute façon, on est effectivement dans une misère financière, matérielle, humaine. Notre système de santé est à bout parce qu'on a une population qui vieillit, parce qu'on n'a plus assez de jeunes, plus assez de cotisants. On sait pourquoi depuis 50 ans. Et puis, on est dans une misère morale, psychologique, politique, idéologique et spirituelle qui fait que de toute façon, les gens sont déprimés et qu'au fond, on leur jette cette os à ronger, en fait. Allez, débrouillez-vous avec ça. Une loi sociétale par an. Et ça, c'est la fin de vie. C'est une grande loi, c'est une grande victoire. C'est une grande loi fraternelle, une grande loi de la République. Donc, c'est un mensonge à l'état pur et qui va rendre les gens malheureux, encore plus qu'ils ne sont aujourd'hui. Les évêques ? Les évêques, moi j'ai rien à dire à leur propos. Tout ça vient un peu tard, je trouve. Il y a beaucoup de points d'interrogation. Je trouve que dans la déclaration des évêques, il devrait y avoir moins de points d'interrogation. Pour ce qui est de la compassion, je trouve que l'Église n'a de leçons à recevoir à personne. S'il y a bien une institution dans le monde depuis 2000 ans qui est près des pauvres, pour les pauvres, avec les pauvres, dans le monde entier, et le premier opérateur de santé dans le monde, c'est bien l'Église catholique. Après ça, je trouve que il n'y a pas de gants à prendre avec une loi qui a été dictée par des officines qui sont connues, que ce soit la franc-maçonnerie qui ne s'en cache pas, qui s'en vante et qui est d'ailleurs visitée par le président de la République le lendemain du vote. Je pense qu'il faut dire les choses et il faut dire que l'euthanasie, d'abord, c'est un homme qui tue un autre homme. Voilà. Pierre Jovanovic. Alors moi, Louis, je suis tranquillement inquiet. Rien n'est joué encore. La loi sera soumise au vote des députés à partir de 15h. Rien n'est encore joué. Les députés, vous savez, ne sont pas si différents des citoyens. Beaucoup prennent leur décision de voter au dernier moment. Et je sais qu'actuellement, à l'Assemblée, beaucoup se posent des questions, beaucoup hésitent, beaucoup doutent, notamment à gauche. Et je crois que nous aurons des surprises sur le vote final. Nous verrons que ce sujet traverse les clivages, traverse les groupes parlementaires, et notamment à gauche. Je sais que derrière la discipline de parti et l'uniformité de façade, eh bien, ça tangue. Ça tangue parce qu'en fait, les députés s'apprêtent à voter une loi de renoncement et un aveu de faillite. Ça a été dit par nos autres intervenants. La situation des personnes âgées dans les EHPAD est dramatique. Souvenons-nous, le livre « Les Fossoyeurs » de Victor Castanet n'est pas si lointain. Les soins palliatifs, entre 48 et 50% des patients qui mériteraient d'avoir des soins palliatifs n'y ont pas accès. Ce droit qui est consacré depuis 1999 n'est toujours pas appliqué en France. Et donc, pour ma part, je considère cette loi comme un aveu de faillite, un renoncement. Puisqu'on a échoué à changer la société, puisqu'on a échoué à prodiguer les soins qui sont dus à toutes les personnes, à tous nos citoyens, eh bien, on va leur offrir la mort. Mais malgré ce renoncement, malgré la qualité du débat aussi, parce que je suis très heureux de pouvoir parler à cette radio, mais je suis frustré que dans les médias généralistes, le mot d'ordre était le même. Il n'y avait pas vraiment de place pour des voix différentes à celle de la DMD. Mais là où je suis heureux et vraiment reconnaissant de ce débat, c'est que on a parlé des évêques tout à l'heure et ils sont dans leur rôle. Je note quand même que ceux qui, depuis le début, se sont levés contre ce texte et ceux qui aujourd'hui argumentent le plus contre ce texte, ce ne sont pas d'abord les chrétiens, ce sont les soignants qui savent que ce texte va profondément blesser leur identité de soignants, et ce sont les personnes handicapées, les militants anti-validistes, ceux qui dénoncent le validisme, c'est-à-dire la discrimination faite aux personnes handicapées par notre société performative et capitaliste. Et je vous renvoie à l'entretien que nous avons fait dans La Vie, sur le site de La Vie, avec Elisa Roras, qui est avocate, militante pour les droits des personnes handicapées, qui est athée, qui est de gauche, et qui a d'excellentes raisons d'être contre ce texte qui menace les plus vulnérables. Et on en parlera tout à l'heure, nous ne sommes pas
face à l'avortement, nous ne sommes pas face au mariage homosexuel, nous sommes sur un tout autre sujet. Alors, vous ne liez pas les sujets, donc, Pierre Jovanovic, entre eux. Vous n'estimez pas, contrairement à ce qu'a dit Jean-Louis Schlegel tout à l'heure, que finalement, depuis les années 68, il y a une forme de continuité, en réalité, et donc l'Église a accumulé, nous a dit Jean-Louis, des combats perdus, en faisant donc une filiation entre ces sujets. Vous ne la faites pas. Pourquoi ? Écoutez, si on prend l'avortement, indépendamment de ce qu'on pense de l'avortement et du statut de l'enfant à naître, l'avortement a été voté pour répondre à un problème de santé publique. Je n'étais pas né, je pense que Jean-Louis Schlegel peut plus en parler que moi, mais certaines femmes étaient contraintes d'avorter dans la clandestinité et elles mettaient leur vie en péril. Donc c'était un problème de santé publique et il fallait le résoudre. Et d'ailleurs, Madame Veil, qui était ministre de la Santé, a eu affaire à la toute première proposition de loi sur l'euthanasie, déposée en 1978 par Henri Caillavet, le sénateur Henri Caillavet, cofondateur de la DMD. Et à l'époque, elle avait bien dit qu'elle s'opposait à ce texte et qu'elle avait dit, je cite, dans Le Monde, « Le problème aujourd'hui, c'est d'humaniser la mort. D'humaniser la mort dans les hôpitaux et puis dans les établissements pour personnes âgées, qui n'étaient pas encore appelés EHPAD. » L'IVG répond à un problème de santé publique. Aujourd'hui, le problème de santé publique, c'est le non-accès aux soins, pas seulement aux soins palliatifs, aux soins tout court. Ce sont les déserts médicaux que connaissent tous les Français. Moi-même, j'habite dans l'Ain. Pour trouver un nouveau médecin généraliste, il faut faire 1 heure de route. Et à ce problème de santé publique, qui mériterait donc une réponse avec des soins, avec des infrastructures, avec un projet de société, on répond par la mort. Jean-Marie Leméné, Jean-Louis Schlegel, on met cette discussion en débat justement, puisque j'aimerais avoir votre point de vue, Jean-Marie Leméné, si vous partagez avec Jean-Louis et Pierre l'appréciation avec le recul historique, la profondeur de champ. Est-ce qu'il faut relier les sujets entre eux ou pas, Jean-Marie? Moi, je serais plutôt d'accord avec Jean-Louis Schlegel pour convenir que effectivement la rupture anthropologique, elle date pas d'avant-hier. Bon, elle est depuis longtemps dans le débat public en France et en particulier, c'est vrai, depuis Humanité. C'est tout à fait d'accord. Et donc là, on se réveille tout d'un coup en disant c'est une rupture anthropologique. À force de dévoyer les mots, c'est vrai qu'on va être à court de vocabulaire. Cela dit, c'est pas pour justifier non plus cette série de ruptures anthropologiques. Là où, bon, je trouve que il faut quand même être réaliste. Il y a un lien que ceux qui défendent les soins palliatifs et ceux qui luttent contre cette loi n'ont pas fait avec l'avortement. Tout le monde s'est bien gardé de faire le lien pour ne pas mélanger tous les sujets. C'est déjà assez compliqué comme ça. En revanche, ceux qui ont fait le lien, c'est les promoteurs de l'euthanasie. Ils ne cessent de dire et d'écrire et de proclamer qu'il faut faire une grande loi fraternelle comme celle qui a été faite pour l'avortement par Madame Veil. C'est même dans l'exposé des motifs du projet de la proposition de loi Falorni. Et tous les grands républicains, francs-maçons, ADMD et autres ne cessent de se référer à la loi sur l'avortement. En plus de ça, quand on a voté le délit d'entrave, on a pris explicitement l'exemple de l'avortement et on a recopié, on a fait un copier-coller du délit d'entrave sur l'avortement que tout le monde avait oublié et qui n'avait choqué personne. De Véronique Nehertz à l'époque. Oui, et ça n'avait choqué personne, sauf ceux qui effectivement sont attentifs à ce sujet-là. Et en fait, au début, ils avaient prévu un délit d'entrave qui était puni de peine relativement faible. Et quand ils ont et à l'Assemblée nationale, en commission, ils avaient voté, je ne sais plus quelle peine, mais c'était relativement faible. Et à l'Assemblée, ils ont doublé les peines en disant 2 ans, 30 000 euros d'amende. Voilà. 2 ans d'emprisonnement, 30 000 euros d'amende. Et donc le lien, il est fait. Et moi, je me souviens également d'une conversation que j'ai eue avec Agnès Firmin-Lebaudot. J'en ai eu beaucoup avec elle, et elle m'a dit, je lui avais dit, mais vous... Donc l'ancien ministre chargé de la question. C'est elle qui avait beaucoup porté cette question-là, et je lui avais dit, mais ne soyez pas la Simone Veil de l'euthanasie. Et elle m'a dit, arrêtez de dire ça, jamais on ne fera la comparaison avec l'avortement, etc. Et je lui ai dit, je parie avec vous que ce sera l'ultima ratio, le dernier argument, ce sera de dire, on a été capable de ne pas reculer devant la loi sur l'avortement, nous sommes a fortiori capables également de faire une belle loi sur la fin de vie fraternelle, une grande loi de liberté. C'est exactement ce qui se passe. Jean-Louis Schlegel. Par rapport à ce qu'a dit Pierre Jova, je crois. Oui, c'est ça. Moi, je ne sais pas. Je suis comme
peu Jean-Marie Leméné. Je suis quand même assez réticent sur l'idée qu'il y a une espèce de complot franc-maçon, que sais-je encore, derrière tout ça. Je suis plus sensible, alors c'est peut-être mon côté sociologue, tout simplement, hein, à des choses comme la longévité aujourd'hui, qui a quand même incroyablement cru et qui est très réjouissante quand on voit des centenaires qui sont encore en bonne santé. Mais on passe complètement sous silence tous ceux qui arrivent près de 100 ans et qui sont dans un état déplorable. Toutes les personnes, j'entends, qui sont en très grande difficulté pour achever leur vie. Et puis, de l'autre côté, il y a quand même l'ultra-performance de la médecine ou des progrès médicaux qui permet de prolonger aussi des vies, disons, de malades, tout simplement, hein, pendant des très grandes durées. Et même la maladie de Charcot dont on parle beaucoup, quoi. Hein, alors, et je trouve, pour moi, ce sont ces raisons-là qui sont les plus essentielles. Alors ensuite, pour le reste, effectivement, moi, je n'ai pas grand-chose à redire. Je crois qu'il y a une continuité quand même. Il y a une continuité de l'attitude d'une société qui est, je sais pas, on peut l'appeler tous les noms qu'on veut, post-moderne, marquée par des techniques ultra performantes, aussi par d'autres choses. Même, disons, le sociologue que je suis verrait même tous les moyens de communication qui favorisent l'individualisme, les comportements les plus hédonistes, si on veut. Et même, d'une certaine manière, il y a une logique de terminer la vie avant, puisque d'une certaine manière, c'est permettre de terminer une vie de façon presque harmonieuse jusqu'au bout, puisque c'est ça que veut l'individualisme moderne, hein, c'est-à-dire une vie accomplie. La vie accomplie, c'est la vie réussie. Alors évidemment, si c'est réussi et si ça ne va plus, vous dites merci, donnez-moi le médicament qui me permet de l'achever avant qu'elle soit finie. Hein, je trouve tout ça d'une très grande logique. Alors moi, ce que j'aurais souhaité, hein, encore une fois, c'est peut-être utopique, une parole plus compréhensible là-dessus. J'allais dire presque une parole, peut-être encore que François avait son opinion sur la fin de vie, mais un peu une attitude à la pape François, quoi. C'est-à-dire, on accepte quand même de recevoir la question. Au moins la question qui est posée par cette société difficile pour beaucoup. Alors on peut trouver, disons, il y a tout ce que vous avez très bien énuméré, le manque de moyens matériels aujourd'hui, d'argent tout simplement, peut-être même, on peut appeler ça éventuellement la décadence morale. Moi je résiste un peu à ça pour d'autres raisons, mais enfin bon, on peut dire ça. Mais je dirais entendre ça. Faut l'entendre. Et vous estimez qu'on ne l'a pas assez entendu? Je trouve qu'on ne l'a pas assez entendu. En tout cas, je n'aime pas les déclarations d'évêques qui viennent au dernier moment, comme ça, à sonner, clac, clac, clac. Voilà. Allez, personnellement, je trouve qu'ils pourraient mieux faire. Enfin, d'évêques, hein, je ne leur en veux pas, hein, j'entends bien. Des religieux en général, puisqu'ils sont à peu près tous voilà, à la position. Même les religions sont tombées dans ce piège. À mon avis, c'est un piège un peu. Jean-Louis Schlegel, Jean-Marie Leméné, Pierre Jovanovic. On va se quitter quelques instants pour les infos avec Cécile Mérieux à 9h30. Puis on va reprendre avec vous. Tenez, Pierre Jovanovic, je reprendrai avec vous sur cette question, cette profondeur de champ un petit peu historique, de savoir finalement l'euthanasie est-elle une idée si récente que cela? Est-ce qu'il n'y a pas dans l'évolution des pensées contemporaines une vieille idée finalement qui ressurgit, qui revient sous la forme d'un libéralisme autoritaire, diront certains? Et on peut peut-être se poser la question. On entamera notre seconde partie de débat autour de ce sujet. Dans un instant, les infos, et on se retrouve juste après. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Pour ne rien perdre de la saveur et de la profondeur des interventions du pape, chaque mercredi à 14h et 18h30, retrouvez l'essentiel de l'audience du pape sur la place Saint-Pierre. Toutes les assurances se valent, me direz-vous? Eh bien non. La mutuelle Saint-Christophe Assurance couvre mon logement, ma voiture et ma santé à prix compétitif. Et elle œuvre pour un monde fraternel. Cette année, elle fait un don de 50 000 € à l'Ordre de Malte France pour un accueil Malte à Toulon, un centre qui secourt et soigne les plus démunis. Enfin, un assureur qui va dans la même direction que ma foi, sans dépasser mon budget. Mutuelle Saint-Christophe Assurance, l'assurance au cœur fraternel.
Entreprise régie par le Code des assurances. Plus d'informations sur leur site. Bonjour, c'est Bruno Courtois, directeur de RCF Notre-Dame. Comme moi, vous avez été ému et heureux de découvrir le visage de notre nouveau pape Léon XIV. À Rome, à Paris, à Lyon et dans toutes les radios du réseau, nous sommes mobilisés pour décrypter pour vous et avec vous les enjeux de l'Église, les chantiers à venir et toutes les raisons d'espérer. Soutenez-nous financièrement et n'hésitez pas à parler de nous autour de vous. C'est important car plus que jamais, la voix des radios chrétiennes est attendue. Envoyez vos dons au 6 boulevard Edgar Quinet à Paris dans le 14e ou via notre site ou notre application. Merci beaucoup. 9h30, un point sur l'info. Cécile Mérieux, bonjour. Bonjour. C'est aujourd'hui que les députés sont invités à voter sur l'ensemble des textes sur la fin de vie. Une proposition de loi consensuelle sur les soins palliatifs, l'autre très sensible sur la création d'une aide à mourir. Une clause de conscience est permise aux spécialistes qui refusent de pratiquer l'aide à mourir. Ils doivent alors communiquer à la personne le nom de professionnels disposés à le faire. Le texte prévoit également un délit d'entrave à l'accès à l'aide à mourir, similaire à celui en place pour les IVG. Il est puni de 2 ans de prison et de 30 000 € d'amende. Pendant ce temps, le Sénat s'apprête à adopter le projet de loi programme pour refonder Mayotte, plus de 5 mois après le passage ravageur du cyclone Chido. Un texte qui décline près de 4 milliards d'euros d'engagement financier de l'État pour l'archipel dévasté. Les socialistes votent aujourd'hui une première fois pour choisir leur nouveau premier secrétaire. Le principal enjeu est de dessiner la stratégie pour la présidentielle de 2027. À Gaza, l'armée israélienne continue de bombarder intensément le territoire palestinien. Hier, elle a fait près de 60 morts selon les secours. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis de ramener tous les otages, les vivants et les morts, retenus par le Hamas. La fête a tourné au drame hier à Liverpool. Les habitants célébraient la victoire de leur club de foot en Premier League. Lorsqu'une voiture a foncé sur la foule, 27 personnes ont été hospitalisées, dont 2 dans un état grave. L'année 2024 a été une période record pour les trains de nuit. Plus d'1 million de passagers ont été transportés en France, selon le rapport de l'association Réseau Action Climat. L'organisation appelle les responsables politiques à mettre plus de moyens dans leur développement pour répondre à la demande croissante. Et on jette un œil sur les cours de Roland-Garros. Richard Gasquet prolonge l'aventure. Il s'est imposé hier en 4-7. Également engagés Arthur Fils et Hugo Humbert qui se sont qualifiés pour le 2e tour. On y croit. Merci Cécile Mérieux. RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. En présence de Jean-Louis Schlegel, philosophe, sociologue des religions, Jean-Marie Leméné, président de la Fondation Jérôme Lejeune, Pierre Jovanovic, journaliste à l'hebdomadaire La Vie. Pierre Jovanovic, je vais reprendre avec vous sur cette idée de l'euthanasie qui nous apparaît nouvelle dans notre société contemporaine. En fait, il y a quand même une histoire, il y a un fil à tirer qui n'est pas si innocent que cela, si je puis dire, puisque il a été, si on dit que les députés sont traversés par des tendances différentes et que la question transcende le monde des députés, eh bien ça transcende aussi le monde de l'idéologie, non ? Absolument. Alors, vous savez, Louis, l'euthanasie, c'est pas du tout quelque chose de moderne ou de récent, comme on pourrait le croire. La toute première proposition de loi sur l'euthanasie remonte à 1906 dans l'État américain de l'Oregon, si mes sources sont correctes. Et en 1913, il y a eu une proposition de loi qui a été déposée au Parlement de Saxe par un social-darwiniste qui s'appelait Roland Gerskan, et qui donc proposait de mettre fin à la vie des malades incurables, dont il était lui-même. Il était atteint de la tuberculose, et aussi des personnes âgées. En fait, l'euthanasie arrive vraiment dans un milieu du début, fin 19e, début du 20e siècle, dans des milieux scientistes, socio-darwinistes. Alors, on rappelle que le social-darwinisme, c'est favoriser les meilleurs, favoriser les forts, pour que la société se porte d'autant mieux. La société ou la race, d'ailleurs, parce que ce milieu a une porosité tout à fait, je dirais, singulière avec le racisme. Et en 1920, dernière étape, il y a ce petit ouvrage que j'ai sous les yeux, je vous lis le titre, « La libéralisation de la destruction d'une vie qui ne vaut pas d'être vécue ». Donc ça sort en 1920. À Leipzig, et ça a été écrit par un juriste et un médecin, un psychiatre, et ces doctes mandarins vont argumenter donc la destruction des vies qui ne valent pas d'être vécues, c'est-à-dire les malades incurables,
les malades psychiques également, les blessés graves, les personnes âgées. Voilà, donc on est sur quelque chose qui n'est pas du tout récent, en fait, qui est très ancien et qui est très daté, je dirais, qui est resté dans la croyance que la technique allait allait améliorer la société, allait améliorer donc la race humaine même. Et en fait, les soins palliatifs, ça s'inscrit complètement en faux de cette tendance, de cette idéologie. Je rappelle que les soins palliatifs, ça naît au Royaume-Uni à la fin des années 60 et ça traverse la Manche dans les années 80 en pleine épidémie de sida. Et face à l'impuissance de la médecine paternaliste que Jean-Louis Schlegel a raison de critiquer, cette médecine qui croit pouvoir avoir raison sur tout, face à l'impuissance de la médecine, eh bien, des hommes et des femmes ont voulu humaniser la mort, ont voulu accompagner les mourants jusqu'au bout. Et ça a donné le mouvement des soins palliatifs tel qu'on le connaît aujourd'hui, même s'il y avait déjà des germes avant. Donc finalement, aujourd'hui, face à ce texte, les vrais modernes, ce sont les défenseurs des soins palliatifs, de ce soin apporté jusqu'au bout, dans le respect, dans la solidarité, dans la dignité de la personne. Et les passéistes, ce sont les défenseurs de l'euthanasie. Et le livre que vous avez cité, Pierre Jovanovic, en 1920, un certain caporal bohémien l'aura lu en prison, et ça ne sera pas sans incidence. Hein. Voilà, alors, évidemment, c'est un sujet sensible. Évidemment, le texte qui est proposé à l'Assemblée, ses intentions ne sont pas celles du Troisième Reich. Mais comme nous avons posé la question à Johann Chapoutot, qui est le grand historien spécialiste du nazisme aujourd'hui. Et effectivement, Adolf Hitler a lu ce texte, qui d'ailleurs était un succès populaire en Allemagne. Hein. En fait, ce qui est intéressant, et ce que Chapoutot nous a expliqué dans l'article qui est consacré effectivement à l'euthanasie dans l'Allemagne nazie, qui est sorti dans La Vie de cette semaine, ce que Chapoutot nous explique, c'est que, en fait, les idées qui ont conduit les nazis à pratiquer l'euthanasie quand ils étaient au pouvoir, c'était des idées qui leur préexistaient. Comme je vous ai expliqué, en 1913, première proposition de loi qui est proposée par Laurent Guercane au Parlement de Saxe, ces arguments-là préexistaient aux nazis. Et le texte là, voilà, la libéralisation de la destruction d'une vie qui ne vaut pas d'être vécue, c'était un succès populaire qui a été réédité dès 1922. En fait, c'était un bain culturel dans lequel était l'Allemagne. D'ailleurs, dans cet article, je rappelle que c'était une pensée si répandue dans la société que même un prêtre catholique a fait une thèse en 1927 sur la stérilisation des malades mentaux. Donc en fait, c'était quelque chose qui était très répandu dans la société, et donc ça a préexisté aux nazis. Les nazis s'en sont emparés, ils ont radicalisé ce processus, puisque Johann Chapoutot nous explique que dans la pensée nazie, il fallait être productif, il fallait être performant pour rendre à l'État ce qu'il nous avait donné. Leistungsfähig, comme on dit. Voilà, c'est ça. Et même si vous étiez de bonne race, en fait, vous perdiez le droit à la vie si vous n'étiez pas productif. Ils ont radicalisé ce processus. L'action T4, qui a été le grand programme d'euthanasie clandestin en Allemagne, en fait, a été la matrice de la Shoah. Il y a un fait très troublant que je vous partage. Il y a un film de propagande qui a été financé par Goebbels, qui s'appelle Ich klage an, j'accuse en allemand. C'est un film, je suis désolé de le dire, qui pourrait passer aujourd'hui sur le service public. Jugez-en vous-même. Le scénario, c'est une femme qui a une sclérose en plaques et qui est paralysée petit à petit et qui demande à son mari de la tuer. Son mari le fait et il passe en jugement, et évidemment, le procès devient celui de la loi qui interdit d'assassiner son épouse. C'est un film qui a fait 18 millions d'entrées en Allemagne. 18 millions d'entrées. Et au même moment où il est sorti, en août 1941, effectivement, un évêque catholique, l'évêque de Münster, Monseigneur von Galen, s'est levé et a eu le courage de dénoncer l'action T4 en chair, et il disait, je cite, si aujourd'hui nous pouvons tuer notre prochain qui est improductif, alors malheur à nous lorsque nous deviendrons tous séniles. Comment expliquer, à partir de ce qu'a dit Pierre Jova, que le nazisme, qui est pourtant le point ultime vraiment de l'horreur absolue aujourd'hui dans la société, qui fonctionne comme un répulsif total, comment expliquer, Jean-Marie Leméné, Jean-Louis Schlegel, à partir de ces éléments,
que le libéralisme dans lequel nous baignons, puisque c'est notre bain culturel aujourd'hui, même s'il s'exprime peut-être de manière autoritaire, comment expliquer qu'il y a un curieux retour de l'histoire? Jean-Marie Leméné. Je crois qu'il ne faut pas oublier que l'euthanasie et l'eugénisme qui s'est développé en Allemagne nazie au début des années 30, donc bien avant la Shoah, au profit ou au détriment, en tout cas s'appliquait aux personnes handicapées, et en particulier aussi aux personnes handicapées mentales, je pense aux personnes trisomiques 21. À cet égard, je raconte que j'ai eu un entretien privé avec le cardinal Ratzinger à l'époque où il était à la doctrine de la foi, et qui m'avait raconté qu'il avait un cousin, Germain, qui a été raflé par les nazis dans les années 30, mais pas du tout de manière brutale. Et au contraire, on est venu voir ses parents, on lui a dit, écoutez... voilà, votre enfant, il est mongolien, il est pas heureux, ça va être difficile pour vous. On va le prendre et puis on va s'en occuper. Il est jamais revenu. Et en fait, ce qu'il faut voir, c'est que au début des années 30, l'eugénisme et l'euthanasie étaient présentés comme étant des grâces. C'était la mort par compassion, et c'est pas du tout par méchanceté, c'est pas parce qu'on n'aimait pas les handicapés, c'était au contraire parce qu'on les aimait tellement qu'on voulait leur éviter de souffrir. La mort miséricordieuse. C'était la mort miséricordieuse, c'est ça. Donc effectivement, comme c'est ce discours qu'on retrouve aujourd'hui, parce que au fond, toutes les personnes qui sont présentées comme des exemples, en fait c'est par amour que j'ai fait ce geste, etc. Enfin, donc c'est tuer par amour. Or, en réalité, si vous vous rappelez de la phrase de Gabriel Marcel, c'est aimer, ça veut dire je ne veux pas que tu meurs. Bon, tuer par amour, c'est exactement le contraire. Moi, ce qui m'a frappé dans le débat actuel, c'est quand même que mon ami Olivier Falorni, je dis mon ami parce que il m'a invité 5 fois à l'Assemblée nationale, a quand même dit qu'au fond, l'euthanasie n'était pas un joli mot parce que il avait été galvaudé par les nazis. Mais est-il conscient de cette filiation historique, Jean-Marie Leméné? C'est un homme instruit, il est historien, je crois, de base. Donc, il ne peut pas nier les... Non. Comment dirais-je, cet arrière-fond? Non, mais il veut blanchir le mot euthanasie qui, comme l'a fort bien rappelé Pierre Jovin, effectivement, est antérieur. Le génisme, c'est antérieur au nazisme, évidemment. Et c'était dans les pays libéraux, et en particulier aux États-Unis, dans les pays scandinaves, au Japon, etc. Ça ne disculpe pas les nazis pour autant. Et rappeler que le nazisme, finalement, avait mal utilisé le mot euthanasie, et que lui, Olivier Falorni, propose de le réutiliser bien, je trouve que ça mérite de rester dans les annales, tout de même. Jean-Louis Schlegel. Oui, Jean-Marie Leméné a raison de rappeler que dans les années 30, quand même, l'eugénisme, l'euthanasie étaient des valeurs positives et très promues par des savants. Je crois qu'il y a aussi... je me souviens en tout cas d'un livre qui a dû paraître en 1923 de deux savants médecins peut-être, ou disons de ce côté de la recherche, sur la vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est celui dont j'ai parlé. C'est ça, en fait, c'est celui de Pierre Jovin qui l'a rappelé. C'est celui-là, oui, d'accord. Et je crois que c'est ça qui a emporté. En plus, mêlé évidemment à des choses comme la race, l'amélioration de la race humaine, de la race allemande en particulier, éventuellement aryenne. Bon, mais je crois quand même qu'on n'est pas tout à fait dans cet état d'esprit, en tout cas directement. Alors, il y a peut-être des choses indirectes. Personnellement, par exemple, j'ai dit tout à l'heure toute l'ambiguïté de ce mot dignité, parce que tout le monde l'emploie pour lui-même. Et je le dis très franchement, je n'ai rien contre l'association, contre la DMD en soi, mais quand même, je trouve que le mot dignité qu'ils emploient, je ne le partage absolument pas. Hein, Pourquoi à aucun moment à aucun moment de sa vie, quelqu'un n'est indigne de vivre. Je dirais même quand le corps est détruit ou presque détruit, il est encore vivant. C'est encore un humain que nous avons devant nous et qu'il faut soigner, qu'il faut aider, accompagner, etc. Donc je suis extrêmement opposé à ce mot qui est extrêmement trompeur. Mais effectivement, par ce mot-là, si on commence à dire qu'il y a des vies indignes, à un moment donné, on peut dire, si c'est vraiment indigne, c'est bien que vous vous en alliez. Alors évidemment, c'est en même temps, je dis, c'est dans ce cadre qu'une loi, personnellement, me paraît quand même importante, une loi qui cadre, disons, ce genre de dérive. Est-ce qu'on y arrivera? Je n'en sais rien, je le souhaite, hein. Mais je pense toujours qu'une loi, c'est mieux qu'une absence de loi. Je pense que une loi tente quand même de créer les conditions d'une vie commune à peu près acceptable, acceptée par tout le monde, des règles de vie aussi, des choses de ce genre-là. Je n'ignore pas en même temps, c'est bien toute l'ambiguïté du débat actuel. Une loi crée aussi une culture, si vous voulez, ça c'est vrai.
Et une loi qui permet créera forcément une culture de la permission. C'est un peu ce qu'on disait à propos de, je me souviens de l'IVG dans les années 70. L'Église, entre autres, et puis d'autres aussi, des philosophes ou des penseurs ont dit, mais le légal n'est pas le moral. Disons, ce qui est légal n'est pas légitime, forcément. Ne vous évite pas une réflexion éthique sur ce que vous faites, sur vos actes. Alors, effectivement, je crois qu'il faudra absolument rappeler cela. Vous sembliez dire, Jean-Louis Schlegel, au début de notre entretien, que finalement, c'est le fait que la médecine arrive aujourd'hui par rapport aux époques antérieures à maintenir les gens en vie très longtemps. Ça, c'est un caractère singulier de notre époque. Oui. Et en fait, ça pose un problème qui ne se posait pas auparavant. Et auquel on ne veut pas répondre. Il y a une sorte de tabou. Et vous dites, une loi, c'est mieux parce que ça permet de ne pas faire de cette question-là un tabou. C'est ce que vous semblez dire. Oui, c'est exactement ça. Moi, je dirais, il faudrait que quand l'Église parle, qu'elle ait d'un côté, j'allais dire, l'Évangile, l'écriture et la tradition, et de l'autre côté des livres sur la société moderne, si vous voulez. Moi, parce que c'est un peu ça qui est la grande difficulté, c'est dire un mot pertinent, un message utile, un message compréhensible, un message de liberté au sens fort du mot, dans cette société qui est remplie de pièges. Et en effet, vous dites très bien, moi je pense que par certains côtés, c'est l'ultra-performativité de la médecine qui nous met dans des situations incroyables, quoi. Voilà, c'est-à-dire qui n'ont jamais été pensées auparavant. C'est quand même le grand adage aussi, le grand adage scientifique, tout ce qu'il est possible de faire, il faut le faire. Quelque part, ça trône dans les têtes, hein. De toute façon, on y arrivera. Ben oui, mais avec ça, on n'a pas fini de réfléchir à une société qui peut avoir toutes les dérives possibles et tous les avenirs improbables. Comment vous situez-vous, Pierre Jovanovic et Jean-Marie Leméné, par rapport à cette ultra-performativité de la médecine qui nous place dans une situation inédite? Jean-Marie et Pierre, ou Pierre, allez-y, commencez Pierre, si vous voulez. Alors Louis, tout d'abord, je dois m'excuser auprès de vos auditeurs. 1906, donc première proposition de loi d'euthanasie, ce n'était pas l'Oregon, mais l'Ohio. Voilà. Très bien, c'est dit. Je tenais à préciser cela. Effectivement, pour moi, l'euthanasie, le suicide assisté, c'est l'autre face de la même médaille, où vous trouvez donc sur l'autre face l'acharnement thérapeutique, la toute-puissance médicale. Je suis très frappé parce que quand vous entendez certains partisans de ce texte, tout de suite ils en viennent à attaquer les médecins qu'ils appellent mandarins, ils critiquent la toute-puissance médicale, le paternalisme médical, et ils ont raison de le faire parce que effectivement, je crois que cette médecine performative toute puissante est très responsable de ce qui se passe. Mais paradoxalement, ce que je ne comprends pas, c'est que ces personnes ne font pas le lien avec ce qu'ils proposent. L'euthanasie, pour moi, va renforcer la toute-puissance médicale, va renforcer le pouvoir du médecin. Pourquoi ? Parce que c'est le médecin qui, à la fin, va trancher. Est-ce que cette personne va continuer de vivre ou est-ce que cette personne va mourir ? C'est le médecin qui va donner le feu vert. C'est une responsabilité énorme qu'on va lui donner et c'est un pouvoir immense qu'on va lui donner. Et moi, j'ai vu en Belgique aussi, puisque comme l'a dit Jean-Louis Schlegel, la loi crée la culture. En Belgique, ça fait 20 ans que l'euthanasie est dépénalisée et donc on a les fruits, on a les faits, on a la documentation nécessaire pour pouvoir se dire que ce n'est pas une bonne idée et qu'il faudrait mieux que la France ne suive pas ce chemin. En Belgique, moi j'ai pu constater que parfois, il y a des médecins qui proposent d'eux-mêmes l'euthanasie à leurs patients. Voilà, votre chimio a échoué, vous avez le choix, soit vous refaites encore une chimio, soit vous avez l'euthanasie. Au fait, est-ce que vous savez que vous avez le droit à l'euthanasie avant même que les patients ne le demandent? La loi belge, d'ailleurs, certifie que c'est aux patients de demander l'euthanasie. Et donc ça, vous le percevez, Pierre Jovanovic, est-ce qu'on le perçoit comme une sorte d'incitation? Est-ce que le fait de le proposer, dire que ça existe, c'est une forme d'incitation ou c'est une forme d'information seulement? Comment cela se situe? C'est une incitation. Vous voyez ce médecin en blouse blanche qui vous observe au bout de votre lit et qui vous dit « Écoutez, moi, j'ai fait des études. Moi, je suis un sachant. Je sais ce qui est mieux pour vous. » Ah oui, docteur. Et vous avez toutes ces séries américaines, toutes ces productions qui nous déferlent dans le cerveau et qui nous habituent à ce médecin toujours en blouse blanche, sympathique, souriant, et qui sait mieux que nous ce qu'il faut faire. Le paternalisme médical, c'est une réalité. Et d'ailleurs, les médecins sont les premiers à en souffrir. Et dans cette culture qui est la nôtre, l'autorité du médecin, elle est énorme.
nimbé de la science, du positivisme qui traîne encore dans les esprits. Et donc, ce que vous appelez information, moi, j'y vois une incitation. Et d'ailleurs, ça ne se limite pas seulement aux médecins. Je connais un vieux monsieur qui habite au Québec, qui vit dans une résidence pour personnes âgées. Il a besoin de soins palliatifs à domicile, de dialyse notamment. Et il n'en a pas. Il appelle, un peu désespéré, le dispensaire public. Et là, il tombe sur une infirmière. Et l'infirmière lui dit « Désolé, monsieur, on n'est pas disponible pour venir vous apporter des soins à domicile. » Mais vous savez, monsieur, je ne vais pas dire son nom, vous savez, monsieur, vous avez le droit à l'aide à mourir. Et je peux vous dire que cette phrase-là, c'est une vraie souffrance pour ce vieux monsieur qui vit dans sa résidence. Et là, c'est pas un docteur en blouse blanche qui l'a dit, c'est une infirmière au bout du fil. Mais comme l'a dit très bien Jean-Louis Schlegel tout à l'heure, la loi crée une culture. Et cette loi, si elle passe, elle va, contrairement à ce que veulent certaines personnes, et sincèrement veulent certaines personnes, ça va renforcer la toute-puissance médicale. Jean-Marie Le Mennet. Oui, et justement, puisque la loi crée une culture, quand vous dites il vaut mieux une loi que pas de loi, non, il vaut mieux pas de loi, parce qu'il vaut mieux ne pas créer justement cette culture. Or, il y a aussi un glissement vers le positivisme juridique. Ça, j'avais une discussion, je me souviens, avec Monseigneur Dubost, je le cite puisque nous sommes à une radio chrétienne que je connais bien, et il m'avait dit, vous savez, il ne faut pas trop critiquer la loi aujourd'hui, même la loi française, parce que les gens n'ont plus de morale, et que pour les gens, la loi, c'est la morale. Donc, en fait, c'est terrible de dire ça. Au fond, c'est ça. Les gens disent, la loi, elle est bonne fille, elle nous dit qu'il faut mettre notre ceinture, qu'il faut vider les poubelles, etc. Elle nous propose la mort, c'est donc que c'est quelque chose de bien. Et je ne crois pas, justement, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il ne faut pas de loi dans ces domaines-là, je ne crois pas du tout à l'encadrement. Là, j'ai beaucoup écrit sur ce thème-là, l'encadrement, la dérive, je n'y crois pas. La dérive, cette loi n'entraînera aucune dérive. Elle entraînera un déploiement de toutes les facettes, de toutes les options qui sont normalement inclus dans la transgression princeps, qui est celle de dire je peux tuer cet homme. Donc en fait, à partir du moment où on considère, comme dit très bien la DMD, que l'euthanasie est le soin ultime, donc cette jolie phrase romantique, en fait, on a envie de l'appliquer à ceux qu'on aime. Et ce soin ultime, on a le devoir de l'appliquer aux enfants, aux handicapés, aux migrants sans papier, à tous ceux qu'on aime, puisque c'est un soin, puisque c'est un bien. Et à partir du moment où ça devient un bien, ça devient un soin de santé, ça rentre dans la santé. Et c'est exactement le même phénomène que pour l'avortement. L'avortement est devenu un soin, donc c'est devenu un bien. Donc refuser ce soin, à la limite, c'est un refus de soin, et c'est quasiment délictuel. Et là, c'est l'inversion normative. Voilà, c'est l'inversion normative. Or, il n'y a pas d'encadrement, en fait. Il n'y a pas d'encadrement. Par définition, une dérive, elle ne s'encadre pas. Une dérive, elle est où la dérive de la loi sur l'euthanasie? C'est dans l'euthanasie. Donc, et après, quand on dit oui, mais il y a quand même des trucs, des critères, des limites, des petits murets, etc., il y a à ce moment-là une sorte de pharisaïsme, je dirais, dans l'observance de ces petits murets, en disant oui, on observe, il y a quand même des critères restrictifs. Donc, j'observe la règle, donc je suis en règle, donc ce que je fais est bien. Donc ça, c'est typiquement pharisien. Alors, typiquement pharisien. On a un pharisaïsme, Jean-Louis Schlegel, vous pensez que c'est le cas? Oui ou non? J'hésite toujours un peu devant ces analyses un peu trop morales à mon avis, mais bon. Mais le fait que la transgression soit contenue dans son principe et qu'il n'y a pas donc de dérive mais de déploiement. Par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure des médecins, il faut quand même dire qu'il y a une autre force qui joue, c'est le désir de liberté illimitée, de prendre l'ultime décision soi-même et pour sa propre mort. L'autodétermination du sujet libre, n'est-ce pas, et tout, qui est quand même très présente aussi. C'est-à-dire, les médecins ne sont pas toujours ceux qui, et quand même, j'espère, plutôt plus rarement que ceux qu'on dit là, que ceux qui incitent à la mort. Par exemple, je trouve le mot de cette infirmière est absolument effarant. Enfin, je sais pas comment dire. Il est bête, quoi. Enfin, à ce malade, en lui disant, mais monsieur, vous pouvez mourir aussi. Mais bon. Je crois que c'est que l'envers du décor, c'est quand même aussi cet individualisme qui s'est installé et qui n'est pas nécessairement dû, comme je l'ai encore lu la semaine dernière, aux 68 arts échevelés. Ça s'est installé dans la deuxième moitié du XXe siècle pour tous ceux qui font un peu cette histoire. Non seulement l'individualisme éthique est né, mais aussi
toutes sortes d'instruments sont apparus pour le favoriser encore plus, en particulier, disons, les moyens de communication, bien entendu, il n'y a qu'à voir. Je pense que les réseaux sociaux tels qu'ils fonctionnent sont aussi dus à tout ça, où chacun peut exprimer toutes ces idées les plus extrêmes à tout moment. C'est quand même incroyable, quoi. C'est un peu à ça que nous sommes affrontés. C'est aussi ça qu'il faut, je trouve, c'est aussi ça qu'il faudrait non pas dominer, mais il faut le prendre en compte dans ce qui se passe. L'argument majeur qui consiste à dire on octroie un droit et on n'ôte rien à personne, on n'enlève rien à personne dans la mesure où ce droit, chacun est libre d'en user ou de ne pas en user, ça c'est un élément clé de ce que disent les partisans de cette loi. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça, Jean-Louis Schlegel? Non, mais bien sûr, je consonne tout à fait. Simplement, je dis aussi, l'Église catholique aujourd'hui, c'est 2% de pratiquants. L'Église catholique est faible par rapport à ça. Comment peut-elle revendiquer, elle, d'avoir, disons, le privilège de dire la loi? Vous voyez, c'est ça qui est très complexe. Je trouve on est rempli d'opposition dans une dialectique terrible, mais j'aimerais bien que c'est le défi qu'il faut relever pour moi, quoi. Voilà. Le défi de savoir qui dit la loi? Non, le défi de notre discours catholique, de prendre en compte un certain nombre de données de ce genre-là. Jean-Marie Le Menez. Dire que ça n'enlève rien à personne, c'est un peu vite dit, parce que le droit que j'exige de mourir ou qu'on me fasse mourir, c'est aussi une obligation qu'on impose à quelqu'un d'autre. Et je vois pas au nom de quoi on paierait des impôts pour payer des médecins qui auront l'obligation de délivrer la mort. Je pense que l'État n'a absolument rien à faire dans cette affaire, et que ce n'est pas un sujet sur lequel on peut légiférer. Et en réalité, il y a des gens qui seront obligés de le faire, et en particulier des gens à qui on va confier le sale boulot, parce qu'on le sait, dans ce genre de cas, c'est un peu comme l'avortement, on fait faire. Et ça, je pense que c'est pas honnête. On n'a pas, c'est une liberté et qui entraîne une obligation pour d'autres. Oui, mais dans ce cas, on retomberait sur le problème dont nous avons parlé tout à l'heure, c'est l'inégalité. Moi, je pense quand même que quand l'État n'intervient pas, les inégalités croissent. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut renforcer effectivement la maîtrise de la douleur, parce qu'on a beaucoup tapé sur les médecins, mais je trouve que quand même la médecine n'a jamais été autant capable de maîtriser la souffrance, de maîtriser la douleur. Il faut rompre l'isolement des gens, parce que c'est ça qui les rend malheureux, et il faut dire aux gens qu'ils peuvent être aimés jusqu'au bout, et je pense qu'on ne se lasse jamais d'être aimé, et que c'est ça. En fait, si on attaque la souffrance et la douleur, on peut le faire. Si on rompt l'isolement, on peut le faire. Et si on aime les gens jusqu'au bout, et si les gens se sentent aimés, l'euthanasie disparaît. Il n'y a plus besoin d'euthanasie. En tout cas, l'État n'a pas à s'en mêler de tout ça. Pierre Jovanovic. Écoutez, Louis, pour conclure, on a beaucoup parlé de catholicisme pendant cette émission, mais moi, c'est en tant que citoyen, laïque, patriote, de gauche, et qui se trouve être un journaliste, que je m'inquiète de ce texte. On dit il faut une loi, mais la loi, elle existe. C'est la loi Leonetti, c'est la loi Claes-Leonetti, cette loi qui aide véritablement à mourir, mais qui n'est pas appliquée, qui est trop peu connue. Cette loi qui, justement, lutte contre le paternalisme médical, qui fait du mal aux médecins eux-mêmes, tout comme le cléricalisme fait du mal aux prêtres et aux laïcs aussi, d'ailleurs. Et c'est cette loi qui valorise les soins palliatifs, qui valorise l'accompagnement jusqu'au bout. Et pour terminer sur les leçons du passé, le passé éclaire le présent. Et Johan Chapoutot nous a bien dit que c'est pas parce que effectivement ce mot a été souillé par l'histoire qu'il faut pas l'utiliser. Et aujourd'hui, au contraire, on assiste à un retour du social-darwinisme avec les maîtres du monde actuel. Peter Thiel, qui se rêve d'être immortel, Elon Musk qui veut repeupler la Terre, Donald Trump qui parle de ses bons gènes. Nous revenons dans cet état d'esprit. Merci. Et donc moi, je m'inquiète de cela. Merci beaucoup. Pierre Jovanovic, journaliste à l'hebdomadaire La Vie, Peut-on programmer la mort, publié au Seuil. Jean-Marie Le Menez, président de la Fondation Jérôme Lejeune, membre de l'Académie pontificale pour la vie. Jean-Louis Schlegel, sociologue des religions et philosophe, ancien directeur de la revue Esprit. Merci beaucoup à tous les